Bienvenue sur le Navire Production, on est très content de te retrouver. Si tu ne nous connais pas encore, on est une petite équipe de 4, dont 3 journalistes, et on produit nos propres contenus vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et à activer la cloche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va te parler journalisme, et oui, ça peut ne pas paraître très original, mais c'est pour une bonne raison, puisqu'il y a quelques semaines, un sociologue français, Jean-Marie Charon, a sorti une enquête qui s'appelle « Jeunes journalistes, l'heure du doute ». Alors entre désillusion, passion, regret, les jeunes journalistes ont beaucoup de choses à dire. Jean-Marie Charon a rapporté leur témoignage, on l'écoute. Jean-Marie Charon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Vous êtes sociologue et votre domaine d'études se concentre sur l'information et sur les médias. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Et il y a quelques semaines, vous sortiez cette enquête, Jeunes journalistes, l'heure du doute. Maintenant que le livre est écrit et publié, qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens plusieurs choses. D'une part, le fait qu'il y a une réception par les jeunes journalistes qui est assez importante, assez, je ne sais pas s'il faut dire enthousiaste, mais disons que la tonalité et le fait de dire je me reconnais, ça me rassure, j'arrive à me resituer par rapport à ma profession, ce qui d'ailleurs en dit long sur le fait que beaucoup se sentent un peu perdus, le fait d'avoir besoin d'un bouquin pour se repérer. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, donc il peut être plutôt positif. L'aspect que je trouve plutôt négatif et qui m'inquiète un peu, c'est que ce livre, il était beaucoup à vocation de l'ensemble de la profession, des autres journalistes plus âgés, de leur encadrement, des responsables des entreprises. Et là, j'ai l'impression que on est un peu dans le déni, une fois de plus. On est un peu, oui, vous donnez un paysage un peu sombre, peut-être que certains vivent les choses comme ça, mais pour d'autres ça se passe bien, enfin, etc. Et ça, c'est une situation que j'avais déjà connue dans l'enquête précédente qui portait sur les journalistes qui quittaient la profession, où on me disait, mais oui, sans doute que ça existe, mais on est plutôt dans quelque chose qui est moins massif. Donc il y a un peu ce qu'on appelle, ce que je perçois moi plutôt comme du déni, quoi. Quand on lit les témoignages, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les études et la réalité du métier. Nous avons rencontré Nathan qui est un jeune journaliste pigiste et lui nous parle de lacunes dans la connaissance de ses droits. On le regarde. La lacune qu'il y a et que entre confrères on remarque à chaque fois quand on arrive jeune dans ce métier-là, c'est plutôt une lacune administrative, on va dire, et puis de question de connaître ses droits aussi. C'est-à-dire quand on est notamment pigiste, on est parfois un peu perdu sur les règles, les rémunérations, les règles de contrat, etc. Ça, c'est vrai que c'est quand même le gros point noir, en tout cas de la formation que j'ai suivie, et pour en discuter avec d'autres confrères, de l'ensemble des formations, j'ai l'impression, c'est qu'on se retrouve un peu lâché dans le monde du travail et un peu perdu sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un manque de clarté dans le statut de pigiste dès la formation ? Alors, peut-être pas dans le statut, parce qu'on sait à peu près, je pense que même lorsqu'on se destine à cette profession, si vous voulez, moi ce qui m'a frappé, c'est que même avant d'aller à l'école, d'entrer en école, c'est-à-dire au moment où les jeunes commencent à se renseigner, et souvent c'est d'ailleurs assez tôt, c'est parfois dès le lycée où ils essayent de se renseigner sur cette profession, on commence à leur parler de précarité et on leur parle justement de la pige. Donc ils savent à peu près ce qu'est ce statut de pigiste, qui est un peu différent d'ailleurs de ce qu'on va trouver à l'étranger, où quand on parle de freelance ou d'indépendant, effectivement c'est à la fois un statut où on est censé être salarié, donc avec les mêmes droits qu'un salarié, mais pour une durée déterminée ou pour un acte déterminé. Donc ça, si vous voulez, ils le savent. Mais en revanche, effectivement, ce que je retrouve bien dans les propos, c'est le reproche qui est fait aux écoles. Et le reproche qui est fait aux écoles, il est double. Il est le premier, qui est peut-être plus fréquent encore que celui des droits, c'est celui de dire on ne nous a pas donné la boîte à outils. C'est-à-dire effectivement, être pigiste, ça suppose un certain nombre de savoir-faire, par exemple savoir s'adresser aux rédactions,
savoir comment présenter un sujet, hein, quel que soit le média sur lequel on est, comment gérer aussi, si vous voulez, les moyens dont on a besoin. Hein, par exemple, si on est pigiste en audiovisuel, ou on peut avoir besoin de certains outils, hein, ça facilite peut-être les choses quand on est pigiste. Donc tous ces éléments-là, ce qu'ils appellent la boîte à outils, ils ne l'ont pas. Ou ils considèrent qu'ils ne l'ont pas. Et alors là, effectivement, comme le dit la personne qui était interviewée, c'est dans toutes les écoles. Là, c'est vraiment le leitmotiv qui revient partout. Et ensuite, effectivement, vient la question des droits, où là aussi, effectivement, dans la boîte à outils, il aurait fallu les droits. Et ça, souvent, ça se complète, si vous voulez, d'un arrière-plan qui est de dire, de toute façon, les écoles nous place dans une position d'employabilité et plutôt de docilité à l'égard de nos employeurs, et notamment des entreprises qui nous emploient en tant que pigistes. Et ça aussi, si vous voulez, vous voyez, il y a le droit et en plus la manière dont on le met en œuvre. Et ça, c'est souvent un reproche qui va revenir. Autrement dit, on nous apprend un peu à oublier nos droits, quoi. Là aussi, je pense qu'aucune école ne reconnaîtra complètement ce que je vais vous dire, mais en général, il y a aussi le sentiment que dans les écoles, on a traité la pige et le statut de pigiste un peu comme un statut de second rang. L'idéal, c'est d'être en rédaction. Oui, on fait par défaut la pige. Voilà, c'est ça. Alors, et ceux qui vont souvent le souligner d'autant plus, c'est ceux qui, quelques années plus tard, vont vraiment décider d'être pigistes dans la durée parce qu'ils considèrent, ils ont parfois été en CDD, ils ont parfois été même en CDI et ils n'ont pas aimé le travail en rédaction. Ce qui ressortait aussi du livre, c'était la liberté. Tout à fait. Alors, si vous voulez, je crois que si on veut comprendre d'ailleurs cette notion de liberté, il faut voir que dans les vœux, enfin, disons dans l'envie de devenir journaliste, il y a plusieurs aspects. Il y a je veux faire un métier, bon, j'ai un métier passion, etc. Je veux faire un métier utile, je veux faire un métier où je rencontrerai les gens. Plus tard, ça va être beaucoup je veux faire du terrain. Et puis, je veux faire un métier où il y a une certaine autonomie intellectuelle ou autonomie éditoriale. Autrement dit, il y a un peu, alors est-ce que ce sont les jeunes qui se trompent ou est-ce qu'on les trompe? C'est-à-dire, je veux dire, dans les conseils qu'on leur donne, on n'insiste peut-être pas suffisamment sur ce qu'on appelle en droit le lien de subordination. Vous savez, la loi de 1881 dit que le journaliste, il est en situation de lien de subordination, ce qui va se traduire dans les entreprises par un poids des hiérarchies et le fait que les hiérarchies vont considérer que c'est à elles de décider toute une série de choses et qu'elles vont devoir, ou elles pensent pouvoir, cadrer beaucoup le travail des journalistes. Effectivement, ça c'est une sous-estimation, je crois. Alors je pense que quand on est à l'école, alors là pour le coup on va vous dire, mais si, il y a de la hiérarchie, tu vas avoir des formats, ça va être assez cadré, etc. Mais je pense que quand même, ça reste quelque chose d'assez profond, si vous voulez, chez les uns et chez les autres. Certains, quand ils vont considérer qu'ils ne trouvent pas cette indépendance dont ils ont besoin, ils vont parfois renoncer carrément à la profession, hein, et d'autres vont rechercher des médias où il y a peut-être davantage de souplesse, davantage de, par exemple, ce que j'ai appelé ce qu'on a appelé dans les rédactions bienveillantes, qui donnent davantage de responsabilités, qui font davantage confiance. Mais et puis il y en a qui vont dire bon je veux rester journaliste, mais du coup j'ai besoin d'un statut différent et qui vont choisir effectivement la pige, ce qui est un choix dans lequel généralement pour ceux que j'ai interviewés, me disent qu'ils ont retrouvé ce goût, ils bénéficient de cette indépendance, mais c'est vrai qu'ils reconnaissent en même temps que c'est un choix qui est coûteux en termes de mode de vie, parce qu'il y a un certain nombre d'inconvénients, si vous voulez vous loger, enfin, etc. Oui, c'est une organisation différente. Voilà, on va vous demander des garanties qu'on ne demande pas à un salarié à temps plein, enfin, etc., quoi. Certaines des problématiques évoquées dans votre livre finalement ne datent pas d'hier. Que pensent les journalistes plus expérimentés de ce qui est rapporté? Alors, si vous voulez, si je prends les principaux sujets,
le sujet qui est le premier sujet que je traite, parce que c'est le plus massif quand on parle de jeunes journalistes, c'est la question de la précarité. Donc là, précarité, c'est se retrouver en CDD, qui parfois des successions de CDD, parfois avec des périodes de chômage, etc., où ça va être effectivement ce qu'on appelle la pige, et là plutôt une pige subie, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement, j'ai mon seul moyen de travailler. Et là, si vous voulez, il faut voir quand même que c'est dans toute la population de 30 ans et moins de 30 ans, c'est 66%. Donc 2 sur 3 sont en situation de précarité. Ça veut dire d'ailleurs que ceux qui commencent, 1 an, 2 ans après l'entrée dans la profession, on est probablement à 80%. Parce que petit à petit, on va quand même se stabiliser. Donc il y a cette question qui est extrêmement massive. Et là, les journalistes plus âgés, en général, ceux qui vont réagir, ce sont les pigistes anciens, et qui vont dire « mais nous, on est habitués, la pige, c'est pas forcément si mauvais que ça ». Après, si vous voulez, on va parler des questions de hiérarchie. Et là, sur les questions de hiérarchie, les plus âgés, souvent, vont dire « bah oui, c'est comme ça peut-être que les jeunes acceptent moins bien ». Vous voyez, il y a parfois on met en avant parfois des aspects générationnels. Ils n'aiment pas qu'on leur parle mal, ils n'aiment pas qu'on les secoue, ils n'aiment pas certains propos, etc. Mais il y a quand même une reconnaissance que le fait qu'on ait un encadrement qui est de plus en plus, parce que je crois que ça s'est renforcé au fur et à mesure que les médias ont plus de difficultés économiques, on a l'impression que l'encadrement prétend davantage, si vous voulez, cadrer le travail des journalistes. Comme s'il y avait une espèce d'obligation pour obtenir de l'audience, pour vendre, etc., d'avoir un travail qui est beaucoup plus formaté, beaucoup plus encadré. Vous parliez de verticalité de la hiérarchie. Tout à fait. Alors, il y a un autre aspect qui ressort et qui, là, montre encore davantage le contraste entre les plus âgés et les plus jeunes, c'est des questions autour des modes de vie. C'est-à-dire, chez la plupart des jeunes journalistes, il y a une revendication qu'il y ait une vie ailleurs. Une vie personnelle. Une vie personnelle. C'est-à-dire, et y compris... Finalement. Comment ? Ce qui est légitime, finalement. Ce qui est légitime, et y compris le fait de dire comment faire correctement son travail si on ne sait pas comment est le monde à l'extérieur, si on n'a pas de vie sociale, etc., si on est tout le temps enfermé dans nos rédactions, etc. Et là, si vous voulez, il y a, par les plus âgés, l'idée que c'est un phénomène générationnel. Quand c'est pas carrément tourné de manière très négative en disant « les jeunes n'aiment pas bosser ». Est-ce que les jeunes sont moins combatifs dans le métier ? Je pense pas. Je pense pas, parce que je pense qu'ils sont confrontés à des conditions d'accès à la profession qui sont extrêmement difficiles. Et je pense qu'au contraire, pour pouvoir travailler, ils sont obligés de se battre beaucoup plus que les plus anciens. Nous avons aussi interviewé Rebecca, qui est une étudiante en 2e année. Elle s'inquiète, on en parlait précédemment, de la précarité liée au métier. Son plan B d'ailleurs est déjà préparé au cas où. On la regarde. Oui. Je pense que on aurait été dans le 20-30 ans en arrière. Peut-être que j'aurais pas pensé comme ça, que j'aurais fait mon petit bout de chemin en journalisme, en essayant d'intégrer une rédaction, de vraiment monter les échelons. Mais là, je me dis qu'il faut quand même avoir quelque chose, quoi. Il faut quand même avoir quelque chose dans le cas où je suis là à 600 € par mois pour des piges, c'est pas vivable. Donc il faut quand même avoir quelque chose qui me permette de travailler dans ce que j'aime, même si c'est pas à l'écrit, mais travailler dans un milieu que j'aime. Ça me paraît quand même très important. J'ai vachement cette vision-là, de me dire comme ça, j'ai pas que le journalisme, et si j'ai des difficultés, je peux me retourner en fait. Alors avec des études très coûteuses pour la plupart, un secteur dit bouché et beaucoup d'étudiants déjà très inquiets, comment explique-t-on que les écoles ne désemplissent pas ? Je pense que si vous voulez, tout s'explique par les motivations. C'est-à-dire qu'il y a une très grande appétence pour faire un métier, d'ailleurs dont l'image a changé. Moi, j'ai été enseignant en école de journalisme dans les années 90, dans cette école-là, au CFJ à l'époque, une dizaine d'années. Vous voyez, donc j'ai quand même eu
un peu de temps de m'y installer. Et si vous voulez, à l'époque, on avait certainement une image d'un journaliste qui devait intervenir dans le débat d'idées, qui devait jouer un rôle par rapport aux institutions, qui devait peut-être jouer un rôle aussi par rapport aux dirigeants. Vous voyez, on avait certainement une... pouvoir. Oui, le quatrième pouvoir et une certaine influence. Donc il y avait beaucoup cette image-là. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout cette image-là. C'est une image, moi je dis parfois plus humble, c'est une image beaucoup plus, je dirais, si on prend la terminologie habituelle, au service de la démocratie, bah, s'ils sont au service de la démocratie, je dirais que c'est beaucoup plus par le bas, c'est-à-dire par les gens, par les problèmes qui se posent. Et donc, je crois que c'est vraiment c'est devenu dans leur représentation un véritable métier social, de médiateur social, quoi. Et ils ont une notion d'utilité auquel ils sont très attachés, de rapport aussi avec les gens, mais beaucoup d'utilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est recherché beaucoup chez les jeunes, par rapport probablement à un monde dans lequel on a du mal à savoir comment on peut avoir une influence, non pas sur les pouvoirs, mais sur le monde lui-même, sur la manière dont les choses se passent, etc. Et donc je crois que c'est vraiment là qu'est le moteur. Alors c'est vrai que très tôt, et là je retrouve ça dans cet entretien, très tôt, c'est-à-dire dès le moment où ils se renseignent, on leur dit attention précarité, attention mal payé, attention... Là encore, les choses ont changé. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait une image, un métier, plutôt avec une certaine... Tout le monde n'y accédait pas, mais avec une certaine aisance, etc. Là, il y avait déjà de la précarité, mais dans des proportions beaucoup moins importantes. Est-ce qu'on peut encore leur proposer une évolution de carrière au sein d'une même entreprise ? Alors, je pense que je pense que dans l'absolu, probablement. Mais si vous voulez, il y a un vrai problème au niveau de l'encadrement, quoi. C'est-à-dire que cet encadrement, et pas seulement l'encadrement rédactionnel, mais aussi ce qu'on pourrait appeler les services de ressources humaines, quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'est habitué dans cette profession à ce que les évolutions de carrière, ça se fasse de manière un peu aléatoire, quoi. C'est dans le relationnel, on est beaucoup dans la cooptation. Ah bah tiens, un tel, je l'ai vu travailler, ou je l'ai emmené une fois en reportage avec moi, il est plutôt pas mal, on pourrait peut-être lui proposer. Vous voyez, ça renvoie, mais effectivement, ce que demandent la plupart d'entre eux, c'est dessinez-moi des parcours, donnez-moi des étapes, et tenez-en, et tenez-les. Nathan nous parle de sa génération qui n'est plus prête à accepter ce que les précédentes générations ont pu accepter. On regarde. Il y a déjà des changements, c'est-à-dire que je pense que les jeunes, on n'accepte plus certaines choses que les générations précédentes acceptaient. Après, il y a des choses inhérentes au métier, dans le sens où, en fait, s'il y a des jeunes qui acceptent pas certaines choses inhérentes au métier, et quand on en discute avec des confrères plus âgés, etc., il y en a qui sont parfois un peu choqués de certains jeunes qui refusent des postes parce qu'ils n'ont pas envie de faire telle chose ou qu'il y a telle contrainte. C'est un équilibre, je pense, à trouver. Je pense qu'il y a des rédacteurs en chef qui n'ont pas l'habitude qu'on refuse des choses que tout le monde a toujours acceptées et qui sont pas acceptables, entre guillemets. Après, il y a aussi, je pense, des jeunes, mais ça c'est dans tous les métiers, sont stigmatisés et sont tombés dans ce qu'on peut entendre parfois chez certains, qu'on a entendu dans la restauration pendant plusieurs mois, en disant que les jeunes voulaient plus travailler, etc. Je pense qu'il y a aussi des jeunes qui sont plus prêts à accepter quelques concessions à faire pour faire ce métier-là, en fait. Alors qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont pas délirantes non plus. Parfois, on peut être appelé à 23 heures parce qu'il y a... ça fait partie du métier, c'est pas délirant de nous demander de faire ça. Donc je pense qu'il y a un équilibre, mais c'est sûr qu'il y a un mouvement de fond quand même de jeunes qui acceptent plus certaines choses, et donc ça change dans les rédactions, mais que ce soit en conditions de travail, en façon de parler, en façon de manager, en parité, en mixité, etc. Enfin voilà, il y a des choses qui changent et que les jeunes font changer. Nathan nous parle de choses qui ne sont pas délirantes à demander aux journalistes. À quoi ça vous fait penser ?
Bah, écoutez, pour moi, la première chose que je vois, et là, les plus anciens sont mal placés pour dire que les jeunes ne veulent plus faire parce qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire notamment le travail, et par exemple le travail en desk web, c'est un travail, on va dire, posté, un travail répétitif, un travail dans lequel on ne va jamais sur le terrain, un travail où on ne produit pas son information, mais on la réorganise à partir de dépêches, à partir de documents qu'on a trouvés sur le web, etc. Donc, ce qui est perçu pour les jeunes en question comme une absence de valeur ajoutée dans l'information. Donc, il y a cet aspect-là que les plus âgés n'ont pas eu à connaître parce que ça n'existait tout simplement pas. Et puis, d'autre part, il y a la question des horaires. Sur le web, dans certaines rédactions, on est maintenant pratiquement sur du 24 heures sur 24 ou du 20 heures, 24 heures sur 24. Ça veut dire du travail, je dirais, en équipe, hein, avec des horaires qui changent d'une semaine sur l'autre, etc., qui sont extrêmement éprouvants d'ailleurs sur le plan médical, hein, parce que tous les médecins reconnaissent. Ça aussi, les anciens ne l'ont pas connu. Ensuite, il y a la notion de cadence. Lorsque vous êtes dans ces desks web, souvent c'est tant de papier par jour, tant de papier par demi-journée, tant de papier par heure chez certains sous-traitants de médias. Il y a des choses qui sont plus familières aux anciens, qui sont par exemple les permanences, qui sont le fait d'être du coup mobilisable n'importe quand. Là Nathan évoque le fait de pouvoir être mobilisé en pleine nuit. C'est vrai que par exemple les journalistes, par exemple en presse quotidienne régionale, qui sont en permanence faits divers, ça veut dire qu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, non seulement il faut se lever, mais en plus parfois pour assister à des spectacles qui sont extrêmement compliqués, hein. C'est des morts, c'est des gens blessés, de la souffrance, etc. Donc c'est difficile. Ça, c'est vrai que les anciens l'ont connu. Alors est-ce que les anciens étaient plus dociles ? Je pense qu'il y avait certainement une acceptation plus répandue d'horaires interminables. C'est-à-dire effectivement cette idée qu'on s'installe dans la rédaction le matin et puis on y est jusqu'à on ne sait pas à quelle heure, ça c'était certainement un modèle professionnel. Et là, incontestablement, chez les plus jeunes, aujourd'hui, probablement que les modes de vie ont changé, probablement que leur représentation de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle se pose dans des termes différents. Là, effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont plutôt tendance à essayer d'éviter ou à reprocher. D'où, effectivement, comme le dit Nathan, cette expression « les jeunes ne veulent plus travailler ». Mais les jeunes travaillent énormément, en tout cas tel que je le perçois, et ils travaillent plutôt dans des conditions que beaucoup de ceux qui les critiquent n'ont jamais connues. Mais alors ces conditions compliquées, et finalement ces jeunes aussi qui travaillent dans une espèce de course à l'info qui finalement est de plus en plus rapide, est-ce que cette génération est en mesure de faire évoluer le métier ? Si vous voulez, ce qui est compliqué, il y a deux grandes dimensions à prendre en compte pour essayer de comprendre sur quoi ils butent. Il y a ce que moi j'appellerais, ce que j'ai évoqué tout à l'heure et que j'ai appelé un peu un problème de compétence organisationnelle ou managériale des rédactions, qui pourrait effectivement aménager les choses différemment, prendre en compte. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un vous dit j'ai eu à faire une rédaction bienveillante. Parfois on vous dit ça. Alors à ce moment-là, vous lui dites, c'est quoi une rédaction bienveillante ? Eh bien, c'est une rédaction dans laquelle on m'a demandé ce qu'avait été mon parcours, ce que j'aimais faire, ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire, qui m'accompagne sur les trucs que je ne sais pas faire, enfin qui m'accompagne, qui m'évalue, qui me donne des conseils, etc. Autrement dit, en creux, on a exactement ce que c'est que le management le plus courant. C'est-à-dire, on se préoccupe même pas de savoir ce que vous savez faire, on n'évalue pas votre boulot, enfin, etc. On est dans des rapports qui sont... Alors, est-ce que c'est une culture professionnelle qui existait déjà et qui était acceptée ? Je vous cache pas que dans peu de temps, au mois de février 2024, on est à la Conférence nationale des métiers du journalisme, c'est sur la formation continue. Moi, je vais organiser
un atelier sur la formation continue des cadres, en partant du principe qu'il y a effectivement des problèmes de déficience de compétences chez les cadres. Et ça, je crois que c'est vraiment un volet. Alors, il y a un deuxième volet qu'on ne peut pas se cacher, et c'est pour ça que je suis réservé, enfin prudent pour vous répondre, c'est qu'aussi, dans ce qui fait que les jeunes vivent des choses particulièrement difficiles aujourd'hui, c'est parce que les médias n'ont jamais été dans des situations aussi difficiles sur le plan économique. Et là, ça va se traduire, y compris, si vous voulez, par les statistiques que l'on a. C'est-à-dire qu'en 2009, la profession a atteint son maximum des effectifs. Depuis, elle a perdu 10% de ses effectifs. On voit bien que si vous prenez la presse quotidienne régionale, tous les ans, on a des plans sociaux. En presse quotidienne nationale, c'était plutôt dans la décennie précédente où c'était pareil. Tout le monde a eu des plans sociaux. Et globalement, à part quelques cas tout à fait rarissimes, toutes les rédactions ont diminué leurs effectifs, en tout cas leurs effectifs permanents. Il n'y a pratiquement que Le Monde et en télévision, BFM TV, pour des raisons assez différentes, qui ont augmenté leurs effectifs de rédaction dans les 10 ans qui viennent de s'écouler. Mais autrement, pratiquement tout le monde a ou maintenu les effectifs des rédactions alors qu'on travaille sur davantage de supports, on condense le travail tout à fait. en une seule personne. Voilà. Ou alors on a moins de gens en permanence, d'où le recours davantage à des CDD, d'où le recours davantage à la pige et à des piges dans des conditions parfois qui sont très difficiles. Je ne sais pas si vous avez entendu le niveau de rémunération qu'a évoqué la première personne qui a été interviewée. On est au-dessous de 1 000 €, si j'ai bien entendu. On fait bac plus N et on se retrouve au mieux au SMIC. Non, mais c'est quoi ça? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on espère que ça t'a plu. On remercie particulièrement Jean-Marie Charon d'avoir accepté notre interview, mais aussi l'ISCPA Lyon qui nous a mis en contact avec lui, et sans oublier le CFJ Lyon pour nous avoir prêté ses locaux. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le vent se lève, on met les voiles.